Le point presse sur le coronavirus débutera à 11 heures. Moi, je le fais parce qu'un deuxième été sans festival, c'est juste pas possible. Un seul été, c'est plus qu'assez. Om 11 uur start de persconferentie over het coronavirus. Ik doe het zodat ik mijn oma snel... Goedemorgen. Op deze persconferentie waarin we jullie een stand van zaken geven van COVID-19 in ons land. En daarvoor geef ik graag het woord aan Steven van Gucht. Goedemiddag iedereen, bonjour tout le monde. Zoals gewoonlijk begin ik met een kort overzicht met de toestand van de epidemie in België. Zoals u weet zijn we al een tijdje aan het dalen wat het aantal nieuwe besmettingen betreft. Een tijdje terug, rond 10 augustus, hebben we een piek kunnen vaststellen van het aantal nieuwe besmettingen, rond 900 besmettingen per dag. En sindsdien zijn we traag, maar gestaag beginnen dalen. Ondertussen bedraagt het weekgemiddelde 439 nieuwe besmettingen per dag. Op weekbasis is dat nog steeds een lichte daling. Wanneer we echter kijken naar de cijfers van de laatste dagen, zien we toch wel eerder ook een stabilisatie. Het is een beetje afwachten of dit zich gaat doorzetten in de komende dagen of niet. Op het regionale niveau komen er in het Brusselse hoofdstedelijke gewest de meeste nieuwe gevallen bij. De afgelopen week werden er elke dag 115 nieuwe gevallen per dag vastgesteld. En dat is nog steeds een daling van 11% in vergelijking met de week ervoor. In Antwerpen werden de afgelopen 7 dagen nog gemiddeld 82 nieuwe gevallen per dag vastgesteld, wat een daling is van 22% in vergelijking met de week ervoor. In 4 andere provincies zien we daarentegen wel een toename van de weekgemiddelde. Het gaat om West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Limburg en Luik. Maar in absolute aantallen blijft het aantal gevallen nog altijd beperkt, gemiddeld zo'n 40 nieuwe gevallen per dag. Betreft het aantal nieuwe ziekenhuisopnames blijft de dalende trend van de voorbije dagen zich wel verder zetten. De voorbije week waren er gemiddeld 16 ziekenhuisopnames per dag. En de week ervoor waren dat er nog 19, dus dat is een daling van 16%. Ten slotte nog de sterftecijfers. De afgelopen 7 dagen vielen er gemiddeld 4 overlijdens per dag te betreuren, wat een daling is van 35% ten opzichte van de week ervoor, toen er gemiddeld nog 6 overlijdens per dag waren. Vervolgens zouden we u 2 boodschappen willen brengen. Enerzijds rond de mensen die terugkeren uit vakantie. En anderzijds ook over de werking van de controletoren en het uitbraakmanagement. Wat betreft de terugkeerders, we hebben recent informatie gekregen over het aantal mensen die zijn teruggekeerd uit een rode of oranje zone gedurende de maand augustus en die ook een PLF of een Passenger Locator Form hebben ingediend. Zoals u weet is dit PLF een formulier dat moet worden ingevuld binnen de 48 uur vooraleer u aankomt in België. Elke persoon die met het vliegtuig of met de boot naar België komt, moet dit formulier invullen. Mensen die met een ander vervoermiddel, zoals de auto, de trein of de bus, naar België komen, dienen het formulier in te vullen indien ze meer dan 48 uur in het buitenland hebben doorgebracht. Dit formulier moet ook ingevuld worden voor de aankomst in België. Indien u terugkeert uit een rode zone, ontvangt u een sms met de vraag om in quarantaine te gaan en ook met een uitnodiging om u te laten testen. In totaal werden er in de maand augustus 1,4 miljoen Passenger Locator Forms ingediend. Daarvan werden er 93% elektronisch ingediend.
Dit is een succesverhaal van het elektronische invulformulier. Een kleine minderheid werd nog via een papieren versie ingediend. Van die 1,4 miljoen PLF's kwamen er 376.000 uit een oranje zone en 64.836 uit een rode zone. De reizigers uit een rode zone kwamen voornamelijk terug uit Turkije, Spanje, Frankrijk, Roemenië en Marokko. Ongeveer 66% van de terugkeerders uit een rode zone hebben uiteindelijk een test laten afnemen na aankomst in België. Ongeveer 2% van deze testen was positief. Dit komt ongeveer overeen met een 900-tal personen die positief getest hebben na terugkeer uit een rode zone in de maand augustus. Ik wil benadrukken dat dit niet betekent dat slechts 2% van de reizigers besmet werden in een rode zone. Het virus kan immers nog altijd uitbreken in de 14 dagen na de terugkeer uit zo'n rode zone. Dus ook wanneer die initiële test negatief was. We schatten, op basis van cijfers van de pijlartsen, dat zo'n 20% van de besmettingen die vastgesteld worden in België voorkomen bij mensen die in de voorbije 2 weken gereisd hebben. We willen daarom opnieuw een warme oproep doen om steeds een PLF in te dienen voor uw aankomst in België. Indien u een bericht krijgt om u te laten testen en in quarantaine te gaan, is het ook belangrijk dat u dit goed opvolgt. Dan vervolgens zouden we ook nog iets willen zeggen over de procedure die werd uitgewerkt omtrent het lokale uitbraakmanagement en de werking van de centrale controletoren. Die zogenaamde controletoren is een structuur of een organisatie die voortdurend de situatie in België opmeet en een dreigingsniveau toekent op het nationaal niveau en op het provinciaal niveau. Deze controletoren wordt georganiseerd door Cienzano. Voor het vastleggen van deze dreigingsniveaus wordt rekening gehouden met verschillende parameters die geanalyseerd worden door de Risk Assessment Groep, of RAG. In de eerste plaats wordt er hiervoor gekeken naar het aantal besmettingen. Hoe meer besmettingen, hoe hoger het alarmniveau. Deze alarmniveaus gaan van geen alarm tot pre-alarm en verder van alarmniveau 1 tot en met 4. Wanneer er geen of slechts enkele sporadische besmettingen zijn in een gebied, is er geen alarm. Wanneer we 1 tot 14 besmettingen per 100.000 inwoners in de voorbije 14 dagen vaststellen, spreken we van een pre-alarmfase. Wanneer het aantal nog hoger is, tussen de 15 en de 30, spreken we van alarmniveau 1. Tussen 31 en 50 is dit alarmniveau 2. Tussen 51 en 100 is dit alarmniveau 3. En meer dan 100 is alarmniveau 4. Voor de klassificatie van die niveaus wordt er niet alleen rekening gehouden met het aantal besmettingen, maar kijken we ook naar de trend van de cijfers. Gaan die in stijgende of dalende lijn? We kijken onder andere ook naar het percentage positieve testen en alle mogelijke bijkomende informatie in verband met de aard van de lokale uitbraken. Elk van deze alarmniveaus is gekoppeld aan bepaalde acties en er bestaat ook een leidraad voor het nemen van maatregelen. Deze acties en maatregelen worden best zo lokaal mogelijk genomen in overleg met de regionale gezondheidsagentschappen en met bijzondere aandacht telkens voor de meest kwetsbare groepen. Voor elk dreigingsniveau zijn ook criteria vastgelegd volgens welke de maatregelen kunnen worden afgebouwd. Uitbraakteams kunnen worden ingezet om ter plaatse een inschatting van de situatie te maken en maatregelen voor te stellen of ook af te bouwen. Zo kan er onder andere besloten worden om de scholen om te schakelen van code geel naar code oranje. Het is wel aan de minister van Onderwijs
om dit in samenspraak met de lokale besturen te beslissen. Wanneer we in alarmniveau 3 of 4 zitten, kunnen er ook federale maatregelen genomen worden. Momenteel telt België 57 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners in de voorbije 14 dagen. Dit is nog hoger dan de drempel voor alarmniveau 3, die op 50 besmettingen ligt. Maar aangezien het merendeel van die besmettingen zich centraliseert in Brussel en in mindere mate in Antwerpen, werd voor België het nationale dreigingsniveau 2 toegekend en niet 3. Wat de provincies betreft, de meeste provincies bevinden zich in alarmniveau 2. Voor West-Vlaanderen is dit momenteel alarmniveau 1. En voor de provincie Antwerpen is het alarmniveau 3. Voor het Brussels gewest is het alarmniveau het hoogst, namelijk 4. Verder wordt er ook op regelmatige basis een beoordeling gemaakt van de situaties in de gemeenten. Dat is op basis van de cijfers, op basis van het soort van uitbraken en andere criteria die ik eerder aangehaald heb. Wanneer de situatie in bepaalde gemeenten ongunstig is of ongunstig evolueert, kan er gevraagd worden dat de lokale crisiscel zich verenigt om de situatie lokaal te gaan analyseren en eventueel bijkomende maatregelen te nemen. Op dit moment is er voor 26 gemeenten beslist dat het aan te raden is dat de lokale crisiscel samenkomt, omdat in deze gemeenten de situatie als het minst gunstig werd beoordeeld. Het gaat om de 19 gemeenten van het Brussels hoofdstedelijk gewest, de noordelijke gemeenten van het arrondissement Halle-Vilvoorde, met name Machelen, Vilvoorde, Grimbergen, Wemmel en Krainem, als ook de stad Antwerpen en de gemeente Borsbeek. Het is belangrijk om te vermelden dat dit niet noodzakelijk betekent dat in deze gemeenten de scholen ook naar code oranje zullen omschakelen. Dit moet telkens lokaal bekeken worden door de lokale besturen in samenspraak ook met de minister van Onderwijs. Dank u voor uw aandacht. Goedendag iedereen, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, comme d'habitude, nous allons commencer par vous parler des tendances. Comme vous le savez, nous avons connu un été relativement agité avec un pic de nouveaux cas importants qui a atteint les 900 cas par jour et qui est en train progressivement de se résorber. Actuellement, on peut dire que sur les 7 derniers jours, en moyenne, on a eu 439 nouveaux cas par jour, ce qui correspond toujours à une diminution de 8% par rapport aux 7 jours précédents. Vous remarquez tous que par rapport aux conférences de presse récentes, de mercredi et de lundi, ce pourcentage est en train de lentement diminuer. Et donc, il n'est pas impossible, mais nous le verrons dans les jours et les semaines qui viennent, que nous soyons en train de nous diriger plutôt vers un plateau que vers une diminution. C'est quelque chose qu'il faut suivre avec attention. Au niveau régional, la région de Bruxelles-Capitale est celle qui compte toujours le plus grand nombre de cas, actuellement de l'ordre de 115 nouveaux cas enregistrés sur cette même période, par jour enregistrés sur cette même période, ce qui correspond encore à une diminution de 11% par rapport aux 7 jours précédents. À Anvers, on a de l'ordre de 82 nouveaux cas par jour, et là, ça correspond à une diminution de 22% par rapport à la période précédente. Par rapport à nos différentes provinces, on peut dire qu'on a des augmentations de moyenne hebdomadaire dans 4 provinces, à savoir la Flandre occidentale, à savoir le Brabant flamand, le Limbourg et Liège. On a déjà parlé des problèmes à Liège lors de la conférence de mercredi. Ceci étant, à nouveau, il faut relativiser les choses parce que, en chiffres absolus, ceci reste limité à environ 40 nouveaux cas par jour. Si on s'intéresse aux admissions à l'hôpital,
on poursuit heureusement la tendance à la baisse que l'on note depuis déjà maintenant un certain temps, avec 16 admissions par jour, alors qu'on était à 19 admissions par jour durant les 7 jours précédant cette période, et ceci correspond à une diminution de l'ordre de 16%. Enfin, pour terminer par la mortalité et les décès à déplorer, on en déplorait 4 par jour durant les 7 derniers jours en moyenne, ce qui est un tiers de moins que ce qu'on avait 8 jours avant, où il y avait de l'ordre de 6 décès par jour en moyenne. Alors, passons maintenant au message du jour. Donc vous avez été sevré mercredi, donc nous avons 2 messages à vous détailler aujourd'hui, je dirais dans des domaines assez différents. Le premier d'entre eux va être le retour de voyage. Il y a eu beaucoup de discussions sur les voyages avant les vacances, il y a eu beaucoup de discussions sur les voyages durant l'augmentation qui a eu lieu durant la période des congés, juillet-août. Alors que sait-on exactement de ce qui s'est passé et de la place que les voyages ont pris dans les nouveaux cas? Nous disposons tout récemment de données concernant les voyages du mois d'août. Les voyages du mois d'août dans la zone orange et rouge, bien sûr, puisque ce sont celles qui sont analysées, et le sont sur base de ces fameux documents PLF qui ont été remplis par un nombre, vous le verrez, considérable de citoyens belges ayant séjourné à l'étranger. Ces documents PLF sont disponibles sous forme papier, sont essentiellement, et je dirais heureusement, disponibles sous forme informatique, en ligne, et vous savez qu'il faut les remplir en ayant les 48 heures de votre retour en Belgique ou de votre entrée en Belgique si vous séjournez, vous êtes un citoyen qui séjourne à l'étranger. Je peux en témoigner moi-même, ceci est un document qui sur base informatique est facile à remplir, et je suis loin d'être un fanat de l'informatique. Il nécessite que vous ayez votre carte d'identité ou votre passeport, parce qu'on vous demandera votre numéro national et le numéro de votre carte d'identité et votre passeport, mais en quelques minutes c'est rapidement fait. On obtient ainsi un code QR, cet étrange petit carré plein de points noirs, par email qui vous confirme que vous avez adéquatement rempli ce formulaire et qu'il est donc enregistré comme il le faut. Ce code QR, vous devrez le montrer à l'embarquement de l'avion. Donc si vous êtes parti pour un voyage en avion qui vous ramène vers la Belgique, vous avez besoin de montrer ce code QR à l'embarquement. Si vous êtes dans un autre moyen de transport, les bus par exemple, le train, la voiture, le fait d'avoir envoyé simplement ce document va suffire, et il pourra être ainsi consulté par les autorités si vous êtes contrôlé à votre entrée dans le pays. Je veux dire en passant que c'est vrai pour l'embarquement dans les avions, mais c'est aussi vrai pour l'embarquement dans un bateau, mais c'est quand même un mode d'arrivée en Belgique qui est beaucoup plus rare. Ça doit être rempli dans quelles conditions? Mais ça doit être fait si vous comptez séjourner plus de 48 heures, vous savez séjourner plus de 48 heures à l'étranger. Donc si vous êtes à Bruxelles et que vous faites un aller-retour sur Paris, par exemple, qui est une zone rouge actuellement, vous ne devez pas le remplir. Et c'est vrai aussi si vous comptez séjourner en Belgique plus de 48 heures. Donc à nouveau, si vous êtes un Belge de France, prenons cet exemple, et que vous faites un saut de 24 heures en Belgique, cet aller-retour ne demande pas que vous remplissiez ce type de formulaire. Si vous revenez ainsi, et que ce formulaire en témoigne, tel que vous l'avez rempli honnêtement, et c'est important bien sûr, si vous revenez ainsi d'une zone rouge, vous allez par ailleurs automatiquement recevoir un SMS. Ce SMS vous recommande d'entamer votre quarantaine. Et pour que vous compreniez mieux les choses, il est tout à fait adéquat que vous contactiez votre médecin traitant pour les détails, effectivement, de ce que ça signifie. Les détails sont aussi disponibles sur le site Coronavirus, bien sûr. Et par ailleurs, ce SMS vous permettra, avec son code, d'aller faire un frottis. Que sait-on des données ainsi rassemblées par les PLF qui ont été remplis au mois d'août? Et de manière impressionnante, il y a 1 400 000 PLF qui ont ainsi été envoyés de manière majoritaire sous forme électronique.
Et donc il y a réellement un succès de la manière dont électroniquement ceci a pu être fait. On sait qu'à peu près 376 000 personnes sont revenues de zone orange et, j'ai envie de dire de manière plus significative et importante, 65 000 se sont déclarés revenus de zone rouge. Quelles sont ces zones rouges? Eh bien, par ordre de fréquence, il s'agit de la Turquie, puis de l'Espagne, de la France, de la Roumanie et du Maroc. Alors, de manière aussi intéressante, on peut se dire qu'à peu près 2/3, donc 66% de ceux qui ont fait un séjour en zone rouge, ainsi déclaré bien sûr, on ne sait pas ceux qui ont été, comment dire l'autre, en stummelings, en zone rouge, eh bien ils ont fait un test. Et donc ils ont, pour 2/3 d'entre eux, sont entrés dans la dynamique que l'on leur propose, de manière à savoir si oui ou non ils ont été contaminés. Et on sait que sur ces tests faits par 2/3 d'entre eux, 2% des tests étaient positifs. Ce qui n'est pas énormément, mais ce qui a permis ainsi, et c'est important cela, de diagnostiquer 900 personnes positives à cause d'un voyage en zone rouge et éviter éventuellement ainsi que ces personnes ne disséminent l'infection au niveau du pays. 900 personnes au moins. 900 personnes parce que ces 900 personnes étaient positives lors du test qu'elles ont fait au retour, mais que vous le savez, on a déjà discuté ce point, on peut parfaitement être encore positif, se révéler positif par la suite. Un test fait précocement au retour peut être négatif parce qu'il y a trop peu de virus et c'est seulement dans la suite du décours que le virus va se révéler. Et donc, il est important de dire qu'il faut rester en quarantaine, même si ce premier test est négatif, de manière à éviter une transmission qui n'apparaîtrait que par la suite. Quel est l'impact de ces tests positifs venant de zones rouges par rapport à la totalité des tests positifs dans le pays? Eh bien, on estime effectivement que chez nous, comme dans des pays voisins d'ailleurs, on a à peu près 20% de nouveaux cas diagnostiqués sur base de retour de voyage. Les pays qui nous entourent et qui ont ce genre de chiffres ont entre 20 et 30%, et donc on reste dans cette moyenne européenne. Alors, qu'est-ce qu'il faut bâtir là-dessus? Eh bien, je pense que c'est l'occasion de dire que c'est important de remplir ces PLF, que c'est facile de le faire, que ça sert à quelque chose, que ce n'est pas une mesure administrative de plus qui ne sert à rien. Cela rapporte quelque chose au point de vue santé publique. Alors faites bien ce PLF, faites bien votre quarantaine et votre test et gardez votre quarantaine en rentrant de zone rouge, même si ce test est négatif. Un deuxième sujet qu'on voudrait aborder avec vous, parce qu'il va certainement être discuté dans la presse dans les jours qui viennent, ce sont les systèmes d'évaluation, de contrôle, certains disent les tours de contrôle, qui sont établis au niveau du pays de manière à évaluer le niveau régional, local de risque induit par le Covid-19. Effectivement, aujourd'hui est publié un document qui va détailler comment sera fait le monitoring local et le management du risque localement, régionalement en Belgique. Ceci va permettre, ce document détaille ce qui permet de mesurer la situation et le niveau de risque et les niveaux de mesure en fonction de situations tant au niveau national qu'au niveau provincial. L'examen au niveau communal est un peu différent, on en discutera à la fin de ce chapitre. Pour définir ce risque, ce niveau de risque, on va bien sûr faire intervenir plusieurs paramètres qui vont être analysés par le groupe d'évaluation du risque, ce qui en anglais donne l'acronyme de RAC que vous avez peut-être déjà entendu. Alors qu'est-ce que ce RAC va faire intervenir dans son raisonnement? Eh bien, il va bien sûr faire intervenir en première intention, mais pas seulement, et c'est ça qui est important, l'augmentation du nombre de cas, le nombre de cas qui sont présents. Et en fonction de l'augmentation du nombre de cas, on devine qu'effectivement le niveau de risque va être modulé, partant ainsi d'un niveau où il n'y a
pas d'alarme, ce qui malheureusement n'est guère le cas actuellement, un niveau de pré-alarme et un niveau d'alarme qui est gradé à ce moment-là de 1 à 4. Pour être plus précis et pour être un peu plus imagé, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, comme vous le voyez, la pré-alarme, ce qu'il n'y a que des cas sporadiques ou fantasmes actuellement, pas de cas. C'est la pré-alarme, c'est entre 1 et 14 cas par 100 000 habitants pour 2 semaines. Et les alarmes de niveau 1, 2, 3 et 4 s'échelonnent, comme vous le voyez, à des niveaux divers qui atteignent, pour l'alarme de niveau 4, plus de 100 cas par 100 000 habitants sur les 14 derniers jours. Ce n'est pas une machine qui fait ça. Le RAC n'est pas une machine et donc le RAC va faire intervenir d'autres choses. Il va faire intervenir la tendance des chiffres. Est-ce qu'on est sur une tendance à la diminution ou une tendance à l'augmentation? Il va faire intervenir le pourcentage de tests positifs. On sait que plus il y a de tests positifs par rapport au total des tests réalisés, plus l'épidémie localement est en train d'être active. Il va faire aussi intervenir d'autres informations complémentaires disponibles de manière à intégrer tout ceci pour donner le niveau qui sera finalement le niveau qui sera publié. Tout ceci à partir du moment où on a un niveau d'alarme, est bien sûr important seulement si cela conduit à quelque chose. Ce n'est pas juste pour déclarer qu'on a une alarme, mais cela donc doit conduire, en fonction du type d'alarme, à des actions spécifiques, à des mesures spécifiques à prendre dans l'endroit en question. Alors ces actions, ces règlements locaux, ces mesures seront le plus possible pris au niveau local. Et c'est très important, effectivement, que ce soit par des structures qui connaissent leur population locale que ceci doit être pris, en coordination d'une part avec les structures responsables, les agences régionales de santé, et aussi avec une attention toute particulièrement pour les groupes à risque dans les endroits en question. Des équipes peuvent venir en support aux équipes locales, des équipes qui vont intervenir en cas justement de spécificité, de cluster, d'augmentation brutale de cas. Ces équipes qui vont pouvoir venir alors sur place faire une investigation de ce qui se passe et proposer, en fonction de ce qu'elles auront obtenu comme résultat à leurs études, des mesures locales. Et elles seront donc là en appui des structures locales permanentes. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme modulation? Une modulation auquel on pense tous pour l'instant, c'est éventuellement, dans certaines régions, d'avoir une modulation au niveau des écoles. Et vous savez tous, probablement, on en a beaucoup parlé à la reprise scolaire, qu'au niveau de la partie terminale de l'enseignement secondaire, on peut éventuellement ainsi, si on passe d'un code jaune, le code actuel à un code orange, avoir une diminution de 50% du présentiel à l'école, le reste se faisant par voie informatique. Et c'est une des mesures qui peut ainsi être décidée. Ces mesures, comme on l'a déjà suggéré, doivent être prises par les ministres de l'enseignement régionaux, bien sûr, en coordination avec les autres pouvoirs locaux. Si on atteint un niveau plus élevé, auquel nous sommes d'ailleurs, un niveau plus élevé d'alarme, comme le niveau 3 et le niveau 4, on peut avoir, et on aura sans doute assez fréquemment aussi, des mesures fédérales qui vont se rajouter aux mesures locales. Alors je le suggérais déjà, et vous le savez, on est actuellement à un niveau de l'ordre de 57 contaminations par 100 000 habitants par 14 jours. Et si vous avez bien regardé le tableau, bien vous savez que ce 57, c'est supérieur au 50 qui définit le début du niveau 3 d'alarme. Cependant, et on l'a dit en insistant sur Anvers et Bruxelles depuis déjà quelques jours, si pas quelques semaines, on sait que dans notre pays, la majorité des contaminations se passent dans ces deux grandes villes ou dans leur entourage en tout cas. Et donc celles qui sont un peu le driver de ce chiffre qui nous amène à un niveau d'alarme de type 3. De ce fait, le niveau d'alarme reconnu pour l'entièreté du pays, la Belgique en tant qu'une entièreté, est actuellement un niveau d'alarme de type 2.
quelques spécificités au niveau des provinces. Comme on vient de le suggérer, la plupart des provinces sont bien à un niveau 2. Une province est encore actuellement à un niveau 1, c'est la Flandre occidentale. Vu l'augmentation des cas qu'on vous a détaillé aujourd'hui, on peut se poser la question pour ce qui va se passer. Anvers se trouve au niveau 3 et la région de Bruxelles-Capitale est, elle, encore au niveau 4. Sur le plan communal, ce suivi, en tout cas, cette évaluation de la situation épidémiologique est effectuée toutes les semaines sur base des informations disponibles localement, de manière à affiner les choses par rapport au niveau provincial. Et il est clair que sur le plan très local de la commune, si la situation devait être défavorable, on peut faire appel à des cellules de crise de manière à être plus précis quant à ce qui se passe dans cette toute petite entité. Actuellement, la question peut se poser au niveau de l'évaluation dans un certain nombre de structures plus spécifiques qui ont un taux important, comme l'entité de la région de Bruxelles-Capitale, on vient de le souligner, les communes qui se trouvent au nord, c'est-à-dire l'arrondissement de Halle-Vilvoorde, de Malines et de Vilvoorde, Grimbergen, Wemmel et Krainem, et également dans la ville d'Anvers et dans la commune de Borsbeek. Merci pour votre attention. Goedemorgen. We hebben het hier tijdens deze briefings al een aantal keer aangehaald dat het belangrijk is dat medische onderzoeken en ingrepen niet mogen uitgesteld worden vanwege het coronacrisis. De nodige maatregelen zijn genomen om medische ingrepen in alle veiligheid te laten doorgaan. Er is dus geen reden om consultaties of ingrepen uit te stellen. Integendeel, het uitstellen van medische behandelingen kan zeer nadelige en versterkende gevolgen hebben. Nu ziekenhuizen opnieuw niet dringende behandelingen en operaties inplannen, blijft bloed elke dag nodig. De periode na de zomervakantie is traditioneel een periode waarin minder donoren zich aanmelden om bloed of plasma te geven. Tevens mogen mensen die uit een rode of een oranje zone komen, gedurende een aantal weken geen bloed geven of plasma uit voorzorg. Het Rode Kruis Vlaanderen doet dan ook een warme oproep aan alle mensen die de mogelijkheid zijn om bloed of plasma te doneren. En daarvoor kan je terecht in een van de 13 donorcentra in Vlaanderen. We kunnen deze oproep alleen maar ondersteunen. Uiteraard zijn alle voorzorgsmaatregelen genomen om dit allemaal in alle veiligheid te laten verlopen. Om de fysieke afstand ten alle tijde te kunnen garanderen tijdens het doneren van bloed of plasma, dien je voorafgaandelijk een afspraak te maken. Dit kan via de website donorportaal.rodekruis.be of via het gratis nummer 0800 777 00. Alle informatie kan je uiteraard terugvinden op de website van het Rode Kruis Vlaanderen. Zoals aangehaald door Steven van Gucht en Yves van Latem stellen we een daling vast van het aantal besmettingen de afgelopen weken. Al lijkt er nu wel een stabilisatie te komen. Het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens blijft ook verder dalen. Deze dalende tendens is geen toeval. Het is een afspiegeling van ons gedrag. Het toont aan dat we onze verantwoordelijkheid opnemen en ons gedrag aanpassen aan het virus. We leren als maatschappij samenleven met het aanwezige virus. Op deze manier bouwen we samen aan een weerbare en leefbare samenleving. Ik wens jullie allemaal een prettig weekend toe. Dank u wel. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous avons déjà mentionné à plusieurs reprises au cours de ces séances d'information l'importance de la poursuite des examens et des interventions médicales habituelles. Le report d'un traitement médical peut effectivement avoir des conséquences très fâcheuses. Les hôpitaux, les médecins généralistes, les spécialistes ont pris les mesures nécessaires pour permettre la poursuite des soins en toute sécurité. Donc n'hésitez pas à vous rendre vers votre médecin si cela est nécessaire. Les hôpitaux planifient des interventions non urgentes. La vie continue également avec ses aléas. Et donc les dons de sang, de plaquettes, de plasma sont toujours autant utiles.
La période qui suit les vacances d'été est traditionnellement une période où les donneurs sont moins nombreux à se rendre dans les centres de prélèvement, sans compter que des mesures additionnelles sont prises en ce moment pour éviter qu'une personne présentant un risque particulier ne se rende dans un centre de don. C'est le cas notamment évidemment pour les personnes qui sont porteuses du Covid, les personnes qui ont des symptômes, mais également les personnes qui reviennent d'un séjour dans une zone rouge ou orange, à qui on demande d'attendre quelques semaines avant d'aller donner dans un centre de prélèvement. La Croix-Rouge de Belgique reste néanmoins bien sûr tout à fait prête à vous accueillir. Donner reste important. Les centres de prélèvement sont ouverts et les précautions y sont prises pour que cela se déroule en toute sécurité. À commencer par le fait de devoir prendre rendez-vous avant de se rendre dans un centre de prélèvement pour étaler la fréquentation. Et sur place, évidemment, le respect de la distance d'1,5 mètre est mis en œuvre, la désinfection du matériel, le port du masque pour tous, etc. Vous trouverez sur le site donneurdesang.be, qui est le site de la Croix-Rouge pour le don de sang, toutes les informations sur don de sang, de plasma, de plaquettes et la manière de procéder pour pouvoir effectuer votre don. Le nombre de contaminations, d'admissions à l'hôpital et de décès sont en baisse depuis plusieurs jours maintenant. Cette tendance encourageante n'est pas une coïncidence, c'est le reflet de nos comportements à tous. Cela montre qu'ensemble, nous prenons nos responsabilités et c'est de cette manière que nous construisons une société plus résiliente, une société plus forte face à ce virus, une société qui pourra dès lors reprendre pas à pas ses activités. Ce n'est pas toujours facile, mais merci pour votre engagement. Et nous allons passer maintenant aux questions de la presse. Je pense que nous en avons reçu 2. On parle d'un manque de réactifs pour les tests en laboratoire. Est-ce vrai? Et y a-t-il un risque de pénurie? À notre connaissance, il n'y a pas actuellement de pénurie en Belgique. Vous savez que nous avons connu au fort de la crise, en mars-avril, ce genre de problème, parce qu'effectivement la demande était particulièrement importante sur le plan non seulement européen, mais sur le plan mondial. Actuellement, il n'y a pas de pénurie, mais en fonction de l'évolution de la situation internationale du Covid-19, on pourrait avoir certains pays ayant de plus fortes demandes et limitant le nombre de tests disponibles sur le marché. C'est pour cela qu'il est important pour tous les laboratoires de garantir le stock nécessaire de manière à pouvoir, idéalement pendant une période de 3 mois, effectuer le nombre de tests qui sont prévisibles. Men spreekt over een tekort aan reagentia voor laboratoriumtests. Klopt dit? En is er een kans op een tekort? Wel, op dit ogenblik hebben we geen weet van bepaalde grote structurele of nijpende tekorten wat betreft het materiaal voor het uitvoeren van labotesten. Het is echter wel zo dat het een reëel risico blijft in de toekomst. We testen op dit ogenblik al heel veel in België. Ook in het buitenland wordt veel getest. En in de toekomst gaat dit waarschijnlijk enkel nog maar toenemen met de komst van het najaar en de winter. Er blijft dus altijd een risico bestaan dat er opnieuw tekorten gaan zijn wat betreft de productie van het testmateriaal en ook de distributie ervan. De internationale druk is heel hoog. Dat is ook de reden waarom we in België met een backup systeem werken, namelijk het federaal testplatform, dat op een alternatieve manier testen kan aanbieden, die niet in concurrentie treden met de testen die uitgevoerd worden in de klinische laboratoria. Er werd ook gevraagd aan de laboratoria dat zij tijdig een voorraad van materiaal aanleggen om minstens 3 maanden te kunnen overbruggen. Het is mogelijk dat dat misschien wat moeizaam verloopt, dat men dit soort bestellingen niet altijd onmiddellijk krijgt. Dus mogelijk heeft het daar eerder mee te maken. Maar we denken wel dat het toch belangrijk is om die voorraden te voorzien, zodanig dat we op een meer stabiele manier het komend najaar en winter kunnen overbruggen, toch wat testen betreft. Hoe worden sterfgevallen door hittegolven bepaald? Worden ze onderscheiden van COVID-19-sterfgevallen? Of zijn er doden als gevolg van de hittegolf die ook in de COVID-statistieken terechtkomen?
Wel, globaal gezien wordt de sterfte omwille van een hittegolf geschat op basis van de oversterftecijfers. Wanneer je ziet dat er tijdens een hittegolf een plotse toename is van het totaal aantal overlijdens, en dat komt overeen met de periode van die hittegolf, dan kan je er logischerwijs van uitgaan dat de hitte een belangrijke factor is in het overlijden van die mensen. We kunnen vrij eenvoudig het onderscheid met COVID-19 maken, omdat de COVID-19-overlijdens die gerapporteerd worden in ons systeem, daar zit telkens een beoordeling door een arts achter. Dus het is de arts die voor elk overlijden gaat bepalen of dat dit al dan niet veroorzaakt werd door COVID-19 of mede veroorzaakt werd door COVID-19. Dat kan op basis van een positieve labotest of een longfoto die het beeld geeft van longontsteking dat typisch veroorzaakt wordt door COVID-19. Dat is dus een zorgvuldige afweging. En daardoor kan je ook het onderscheid maken van een overlijden dat bijvoorbeeld enkel gerelateerd is aan de hitte of aan een andere oorzaak. Comment sont déterminés les décès dus à la vague de chaleur? Sont-ils distingués des décès Covid-19 ou y a-t-il des décès dus à la vague de chaleur qui se retrouvent également dans les statistiques Covid? La mortalité liée à la vague de chaleur est essentiellement déterminée par les chiffres de surmortalité. On connaît la mortalité moyenne par jour tout au long de l'année sur les 5 dernières années et on peut voir ainsi quelle est la mortalité additionnelle éventuellement présente au jour le jour. Et lorsqu'elle correspond à cette vague de chaleur telle qu'elle est déclarée par l'Institut royal météorologique, on peut donc honnêtement estimer que cette surmortalité, s'il n'y a rien d'autre qui est survenu de spécial dans le pays, est liée à la vague de chaleur. Et donc c'est ainsi qu'on a les chiffres relativement impressionnants, effectivement, de la surmortalité de cette année-ci. Quant au Covid-19, par définition, il est lié à ce qui est écrit sur le certificat de décès. Sur le certificat de décès qui est établi par un médecin, le médecin va évaluer avec toutes ses connaissances si oui ou non il estime que ce patient a comme première cause le Covid-19 ou qu'éventuellement le Covid-19 est un facteur aggravant d'une autre première cause. Il va établir ce choix sur base, par exemple, bien sûr, d'un test qui aurait été fait chez son patient, sur base de la clinique que le patient présente, radiographie éventuellement, ou autres examens complémentaires en addition. Donc pour le Covid-19, on va avoir le certificat médical rempli après intégration des données par le médecin, alors que les chiffres de la mortalité et de la surmortalité vont servir pour établir le nombre de décès liés à la vague de chaleur. Merci pour votre attention. Nous vous souhaitons un très bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine.